Bonjour à toutes pour cette vendredi lecture. Je vais continuer l'article Nos amis et nous que vous pouvez trouver sur internet de Christine Delphi, ici présente par Amande Art. Et je pense qu'on aura encore un ou deux mercredis après. L'article est long et je viens de relire les passages, mais c'est tellement savoureuse, tellement intelligente. Vous allez voir, ça résonne avec des débats d'aujourd'hui. Alors, cette partie s'appelle « Où Merlin l'Enchanteur se fait passer pour une bonne fée ». On retrouve la même négation de la réalité politique dans les implications de la proposition selon laquelle la ligne ne passe pas entre hommes et femmes, mais entre féministes et antiféministes. Les implications de ceci sont claires. D'une part, les hommes peuvent jouer le même rôle que les femmes dans la libération des femmes, soi-disant. D'autre part, on peut et on doit traiter comme des ennemis les femmes non féministes au même titre que les hommes antiféministes. Ça, c'est un gros débat, Il est fort possible que toute cette pseudo-pensée ait pour motivation unique la première implication, que tout ce discours soit destiné d'abord à faire accepter une participation égale des hommes à la libération des femmes. Il est particulièrement odieux qu'Alzon n'hésite pas, donc Alzon, un type qu'on a oublié, n'hésite pas pour y forcer son entrée à diviser les femmes. La division entre opprimés, la base de toute oppression. Ce seul fait prouverait, s'il en a été besoin, que son souci de son propos ne sont pas la libération des femmes, puisqu'il est prêt à l'affaiblir ou à tenter de l'affaiblir, si à ce prix, il pense pouvoir, lui, en tant que couillu, y trouver sa place. Il a choisi, pour prouver que les hommes et lui peuvent participer à ce mouvement, de prouver que le fait d'être homme ne justifie pas automatiquement l'exclusion, et ceci passe pour lui par l'assertion de la proposition symétrique, que toutes les femmes ne sont pas automatiquement concernées par la misogynie. Bien entendu, prouver qu'en matière de groupe, l'appartenance ou la non-appartenance à ce groupe ne compte pas est une gageure. Donc c'est quand même extraordinaire. En fait, et ça c'est un truc qu'on retrouve encore, il y a des gens qui vont dire, bah non, il y a des femmes qui ne sont pas opprimées par le patriarcat. Alors que précisément, le fait d'être une femme, c'est ce qui fait qu'on est opprimé par le patriarcat. Donc c'est absurde. Il est plus facile de procéder négativement en divisant les femmes que positivement en prouvant que les hommes sont autant partie prenante que les femmes de la libération de celles-ci. Donc, nous devrions traiter les femmes antiféministes comme les hommes antiféministes. Donc ça, on touche à quelque chose de très fort. Moi, dans les différentes campagnes de haine qu'il y a pu avoir, comme ça nous arrive à nous, féministes, très très souvent, c'est des choses qu'on m'a déjà dit. Tu ne vaux pas mieux qu'un homme. Voilà. Et donc là, on touche à un point extrêmement important. Je pense que si on n'a pas cette analyse qui va suivre, c'est un petit peu compliqué de faire vraiment de la féminisme. Donc, nous devrions, soi-disant, traiter les femmes antiféministes comme les hommes antiféministes. Ce point, une fois acquis, signifiant pour Alzon qu'on traitera les hommes féministes comme les femmes féministes. Malheureusement, il n'y a en l'occurrence pas l'ombre de la symétrie qu'il postule. L'antiféminisme des hommes correspond à leurs intérêts objectifs. Il n'y a rien de plus à dire à ce sujet. Donc ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur ce passage-là, il y a quelques temps, où j'explique, je m'étends davantage, voilà, je m'y réfère si vous voulez fouiller le sujet. En revanche, l'antiféminisme des femmes diffère radicalement de l'antiféminisme des hommes. Il lui est même diamétralement opposé. Ce qui est racisme chez l'oppresseur et haine de soi chez l'opprimé. C'est important de ça. Il est normal que les femmes soient antiféministes. C'est le contraire qui serait étonnant. Je rappelle, dans une situation d'oppression, le fait que les opprimés jouent contre leurs propres intérêts n'est pas paradoxal, mais c'est la preuve de la gravité de l'oppression qu'elles subissent et donc de leur colonisation mentale. Et la prise de conscience, le devenir féministe n'est pas une Pentecôte soudaine et brutale. La conscience n'est pas acquise en une fois et une fois pour toutes. C'est un processus long et jamais terminé, douloureux de surcroît, car c'est une lutte de tous les instants contre les dites évidences en patriarcat, la vision idéologique du monde et contre soi. La lutte contre la haine de soi n'est jamais terminée. Vous la savez ça. En tant que femme, on a été tellement diminuée, humiliée, personnellement, sociétalement aussi, que on avance dans l'estime de soi, mais c'est jamais fini comme chemin. Je ne sais pas si vous avez saisi ça pour vous, mais ou alors tant mieux pour vous si c'est bon l'estime de soi, mais voilà, c'est très compliqué. Il n'y a donc pas de rupture abrupte entre les femmes féministes et les femmes antiféministes.
mais un continuum de points de vue sur une même situation vécue, par les deux groupes. Car, quelles que soient leurs opinions, les femmes sont opprimées. Elisabeth Lévy est opprimée. Leur antiféministe étant 1. Un obstacle à la prise de conscience de leurs intérêts objectifs. Elisabeth Lévy n'arrive pas à penser ses intérêts en tant que femme. Elle ne défend que le groupe des oppresseurs, tellement elle est colonisée et détruite par eux. 2. Et plus directement, le reflet de leur oppression dans leur subjectivité est donc un des moyens du maintien de cette oppression. Donc elles vont être utilisées par les hommes pour la perpétuer. Ainsi, aussi, tandis que l'antiféminisme des hommes fait partie de l'oppression exercée, l'antiféminisme des femmes fait-il partie de l'oppression subie? Ça, c'est extrêmement important. L'antiféminisme des hommes fait partie de l'oppression exercée, l'antiféminisme des femmes fait partie de l'oppression subie. Les féministes ne peuvent en aucun cas considérer sur le même pied les hommes antiféministes et les femmes antiféministes. Donc ça, c'est le point de désaccord que j'ai par exemple avec Valérie Solanas, ou le Scum Manifesto, je l'aime à la folie et tout ça. C'est le point que je suis pas d'accord avec elle. Parce qu'elle a tendance à dire que les femmes, j'en sais rien, PDG, si tant est qu'il y en ait, valent pas mieux que les hommes. Mais ça marche pas en fait. C'est un manque d'analyse, ça. Ni appeler ces dernières, les femmes antiféministes, des ennemis. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Les féministes ne peuvent en aucun cas appeler ces dernières des ennemis. Elles ne sont pas séparées de nous par des intérêts objectifs, mais par une fausse conscience. Et encore, celle-ci ne nous sépare-t-elle pas vraiment, car nous l'avons eue. Nous l'avons encore en partie, cette fausse conscience, qui fait qu'on se croit pas opprimé, qui fait qu'on défend les oppresseurs. Il y a plein d'endroits où on a encore colonisé chacune, bien entendu. C'est notre ennemie commune, cette fausse conscience, imposée par les hommes dans notre tête. Quand nous luttons contre leurs opinions, aux femmes antiféministes, nous ne luttons pas contre ces femmes, mais contre cette ennemie commune, cette fausse conscience commune, donc pour elles et pour nous. Oui, quand on est féministe, on se bat pour toutes les femmes, même celles qui ne veulent pas qu'on se batte pour elles. Franchement, c'est brillantissime. C'est émouvant pour moi de lire ce passage, parce que c'est vraiment au cœur des divisions dans le mouvement militant. Il y a tellement d'intelligence, il y a tellement de sororité et d'amour des femmes dans ce qu'elle écrit. Là, c'est... J'aime Christine Delphi. Voilà. L'autre volet de la démonstration, de la tentative de division des femmes, consiste à agiter le chiffon rouge qui fait foncer la vachette conditionnée. Après avoir prétendu que la libération n'intéresse pas toutes les femmes, à prétendre que l'oppression ne concerne pas toutes les femmes. Si en effet une catégorie de femmes peut être conçue comme non concernée, dès lors, le critère de genre ne joue plus. Et les féministes, les dits féministes de sexe masculin peuvent s'introduire dans le mouvement, et ce mouvement être vidé de son contenu politique. Car qu'est-ce qu'un mouvement de libération des femmes? Si le sexe, le genre ne sont plus pertinents. Alzon, qui sait ce qu'il fait, ne s'embarrasse pas d'originalité à laquelle il préfère l'efficacité. La clé de voûte de la division est le mot magique de bourgeoise. Donc là, on tombe sur un truc extrêmement important. Cette question a longtemps agité et divisé les mouvements des femmes et continue de le faire d'ailleurs. Aussi, est-on sûr de semer la perturbation en la soulevant? Elle est courageuse déjà à l'époque, Delphi, de parler de ça. Les raisons n'en sont pas claires, mais elles ont définitivement plus à voir avec la culpabilité des femmes qu'avec une quelconque réalité. La culpabilité des femmes, le fait qu'en patriarcat, on est amené à culpabiliser. Donc cette insulte de bourgeoise, elle vient de là. Vous allez voir, c'est brillantissime. En effet, personne ne connaît ces dites bourgeoises dont tout le monde parle. Ni les femmes qui, dans les mouvements, les excluaient d'avance, avant même qu'elles n'aient frappé à notre porte, ni Alzon, donc les antiféministes dits de gauche, qui ne les connaît que par ouï-dire, mais quel ouï-dire? Les écrits d'un auteur du 19e siècle, qui sont-elles? Qui les a vues, ces horribles femmes privilégiées qui sont nos ennemis de classe? Et où les chercher? À quoi les reconnaît-on? Quelle est la définition opératoire d'une bourgeoise? Sur ce point, personne ne semble à même de nous renseigner.
Alzon en donne une définition qui est tout sauf opératoire, qui s'adresse à une essence ou à une situation abstraite, qui ne permet en aucun cas de déterminer si cette situation existe ou non, encore moins d'analyser le concret, qui pose plus de questions qu'elle n'en règle. Ce seraient des femmes qui ont tout, mais ne sont pourtant pas libres. Donc ça, c'est une phrase sortie d'une tribune du Monde en 1974. Non seulement cette définition ne permettrait absolument pas de reconnaître une bourgeoise si on la rencontrait, mais de toute évidence, elle pose à son niveau même un problème. À moins d'entendre d'une façon spéciale et spécieuse ce que signifie avoir et liberté, il y a contradiction dans les termes de la définition. En effet, comment est-ce qu'on pourrait avoir tout, mais pourtant ne pas être libre? Être libre, justement, on n'a pas... là, clairement, il y a un biais, il y a une mauvaise foi, là. En tous les cas, si une telle situation paradoxale existait, quelles implications politiques pourrait-on en tirer? À quel type d'allégeance ou d'engagement ou de non-engagement conduirait-elle? Pourquoi et comment? À cette question, personne ne répond. De même que la définition est paradoxale, ne se réfère à aucun groupe concret et ne donne pas les moyens d'identifier un tel groupe, les implications politiques sont laissées dans le vague, procèdent de l'insinuation calomnieuse ou de l'affirmation gratuite, le plus souvent des deux, mais jamais de la démonstration. Les mouvements de femmes ont-ils une vue plus précise de la question que nos amis mâles? Point. Les débats sur le sujet ont toujours été entachés de l'abstraction et de l'illogisme les plus marqués, associés comme il est de règle à la passion la plus vive. Donc là, elle est en train de dire que sur la question des dites bourgeoises, il y a de l'irrationnel, de la haine irrationnelle, et donc elle va ensuite expliquer ce qui se passe. C'est brillantissime. Ainsi, il se disait que les bourgeoises, donc 1, n'étaient pas opprimées, d'accord, 2, étaient nos ennemis car on ne sait pas, il n'y a pas de suite à la phrase. 3, elles se rallieraient à leurs hommes. La contradiction entre 1 et 3, donc entre elles ne sont pas opprimées mais elles se rallient à leurs hommes, ne semble gêner personne. Non plus, alors que ça n'a aucun sens, hein, si vous n'êtes pas opprimé, vous ne vous ralliez pas au groupe d'à côté, ça n'a pas de sens. Non plus le fait que l'on parlait pour des absentes, hein, parce que les bourgeoises, elles s'expriment pas, puis on ne sait pas qui c'est. Non plus le fait qu'on leur imputait un comportement futur, le ralliement. Voilà. Exactement, on suppute qu'on y est pour soi. Alors ça part du présupposé que soi-même on est tellement décolonisé qu'on ne prend jamais le parti des hommes. Ça me fait rire déjà. Et que l'existence même des groupes d'où ces accusations étaient lancées démentait. Peut-être la plus grande ironie de l'affaire était-elle en effet que les femmes qui lançaient ces accusations se définissaient elles-mêmes comme bourgeoises. Donc c'est là où on retrouve la culpabilisation, le fait de se flageller, pardon, je cumule pas toutes les oppressions, excusez-moi. La contradiction entre cette autodéfinition, le fait que quoique bourgeoise, elles se sentaient non seulement opprimées, donc ça marche pas avec la définition du dessus, mais constituaient les mouvements de libération, et leur pronostic ne semblait nullement les déranger. Un exemple manifeste du caractère mythique de la menace bourgeoise est donné par le fait que la seule référence concrète consistait en l'évocation horrifiée de Madame Pompidou. Or, aujourd'hui, ce serait Madame Macron. Hein, donc c'est extraordinairement d'actualité. Hein. Or, celle-ci ne constitue pas de toute évidence une catégorie à elle seule. Et d'autre part, n'a jamais, pour autant qu'on sache, manifesté la moindre velléité d'entrer dans le mouvement féministe, encore moins d'en subvertir les objectifs révolutionnaires. On aurait pourtant cru, d'après la teneur de certaines discussions, que cette éventualité était imminente et constituait le danger le plus immédiat auquel le mouvement dut faire face. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que la situation objective de Madame Pompidou, réputée une capitaliste entre les pires, n'entrait pas en ligne de compte. Dans les groupes américains, Jackie Kennedy, dont la situation est différente, jouait le même rôle. Il est clair, par le choix d'une individu unique dans les deux cas, et par le choix de la même individu, c'est-à-dire la femme du chef de l'État, dans les deux cas aussi, qu'elles étaient valeurs de symbole. Mais ce qui n'est pas clair, c'est ce qu'elles symbolisent. À mon avis, ce symbole et cette symbolisation sont le produit de la convergence de deux types de processus idéologiques. 1. La menace bourgeoise, d'une part, reflète purement et simplement une partie de l'idéologie masculine, c'est-à-dire du sexisme. Celui-ci produit et se manifeste par, entre autres, le déplacement de la haine de l'oppresseur et du capitalisme
sur les serviteurs et les possessions de celui-ci. Donc, en l'occurrence, les servantes et les possessions des hommes bourgeois. La bourgeoise est la cible favorite des dits révolutionnaires mâles. Elle est beaucoup plus haïe que l'oppresseur réel, le bourgeois. Ceci, à son tour, correspond à 3 processus distincts mais non contradictoires. Je veux juste faire une petite parenthèse. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois sur les réseaux sociaux de devoir recadrer, voire attaquer des hommes dits de gauche. Alors, je rappelle qu'en fait, ça marche pas parce que s'ils sont sexistes, ils sont pas de gauche, ils sont d'extrême droite. Mais donc, des jeunes qui se font passer pour des mecs de gauche et qui, en fait, sur des femmes dites bourgeoises, ou sur des femmes voilà, du Front National ou que sais-je, voilà, ou Elisabeth Lévy dont je parlais tout à l'heure, se disaient, ah bah du coup, comme elles sont détestées, beaucoup plus que les hommes qu'elles défendent elles, qu'elles sont tellement colonisées qu'elles les défendent, c'est permis de violer. C'est-à-dire qu'il les menaçait de viol sur les réseaux sociaux, publiquement, alors évidemment de manière totalement impunie. Et donc en tant que féministe, je me suis retrouvée à en fait dire, mais non, en fait, le fait de menacer de violer une femme, qui que ce soit, ou de brûler une femme, qui qu'elle soit, quoi qu'elle pense, c'est jamais ok, c'est toujours masculiniste. En fait, ça va pas. Et donc, ça, c'est hyper important par rapport à tout ce qu'elle se passe et la haine de plein de femmes par rapport à ce qu'elles pensent. Juste, à chaque fois que vous voyez des groupes qui menacent de tuer, de violer, qui cyberharcèlent des femmes, etc., là, on est devant de la haine misogyne pure. C'est pas ok. Donc, ça, c'est super important. Donc, elle va continuer à développer Christine Delphi de manière brillantissime. Pour citer Laura Carpentier-Goffre, qui est aussi une amie de Christine Delphi et une des autrices les plus importantes de ce siècle, elle dit le bourgeois appartient à la bourgeoisie, c'est-à-dire fait partie de cette classe de la bourgeoisie, mais la bourgeoise appartient aux bourgeois. La bourgeoise n'est pas issue de la bourgeoisie. Et un chiffre pour illustrer ça, c'est que la Banque mondiale nous dit que 99% des richesses mondiales appartiennent à des hommes. Voilà. Alors, je continue. Donc là, la dite bourgeoise est beaucoup plus haïe que l'oppresseur réel, le bourgeois. Ceci, à son tour, correspond à 3 processus distincts mais non contradictoires. 1. L'impuissance politique. Précisément, le pouvoir réel de l'oppresseur, du bourgeois, le rend inattaquable, ou du moins non attaquable, sans risque énorme. Il est donc plus facile, et plus payant aussi, de l'attaquer dans ce qu'il possède, ses possessions, d'attaquer des personnes qui participent à sa puissance, et qui sont du coup, puisqu'elles sont ses possessions, réduites au rang d'objet. D'une part, elle la manifeste, et les attaquer, c'est s'attaquer à cette manifestation. D'autre part, elle ne la possède pas, ce qui minimise le risque de représailles. Ça coûte pas cher d'attaquer Elisabeth Lévy. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Ainsi, Eldridge Cleaver exprimait sa haine du pouvoir des hommes blancs sur lui en violant leurs femmes. Donc on a un masculiniste racisé qui viole des femmes blanches parce qu'en fait c'est une façon d'attaquer les possessions, les objets des hommes blancs. C'est une lutte de possession. On n'existe même pas dans le truc. On n'est même pas des personnes dans ce... C'est ce qui est arrivé par exemple avec Guy Georges aussi. Il le disait, hein. Leur participation au pouvoir blanc consiste à en recevoir des miettes, des restes de table, c'est-à-dire nous, mais surtout à être sous sa protection. Donc la participation des femmes au pouvoir blanc consiste à en recevoir des miettes, des restes de table, mais surtout à être sous la protection de l'homme blanc. Il peut sembler paradoxal de s'attaquer, même si les risques de représailles sont moins grands, à ceux ou celles qui n'ont que des délégations d'un pouvoir qui se situe ailleurs et non à ses détenteurs principaux. Mais précisément, c'est là que le bât blesse, car 2. La détention du pouvoir est d'autant plus et non d'autant moins provocante que ce pouvoir, aussi minime soit-il, est perçu comme illégitime. C'est-à-dire que quelque part, dans nos têtes, que des hommes blancs, des bourgeois aient le pouvoir, quelque part, même quand on est soi-disant révolutionnaire anticapitaliste, quelque part, il y a un truc qu'on accepte parce qu'il y a un truc qu'on sent légitime. Mais quand c'est une femme qui a des miettes minuscules, nulles de ce pouvoir-là tout en étant violée par le bourgeois, ça va sembler illégitime. Parce qu'elles sont censées être opprimées aussi, donc on va les haïr plus.
Dans ce sens, le fait que les bribes de pouvoir détenues par les femmes de blanc ou les femmes de bourgeois soient des délégations et ne soient pas possédées par elles en propre, joue non en leur faveur, mais en leur défaveur. Le même fait qui devrait amener à exempter les femmes de bourgeois de l'attaque, le fait qu'elles détiennent leur peu de pouvoir d'une façon indirecte, les rend au contraire particulièrement odieuses aux autres opprimés. C'est-à-dire que c'est juste les autres opprimés qui disent « Ah, toi t'es moins opprimé que moi, c'est dégueulasse !» Au lieu de se dire « En fait, on est opprimés ensemble. Certes, je suis plus opprimé que toi, mais en fait, on est opprimés quand même. Toi aussi, t'es violée depuis ta naissance, là. Et donc, il faudrait qu'ensemble, on lutte contre l'oppresseur. » Ben non. Dans une oppression, c'est la division entre opprimés qui fait que l'oppression perdure. Et donc, du coup, tout est fait pour qu'on haïsse les femmes qui sont un peu moins opprimées que nous. Voilà, en considérant qu'elles ont un privilège d'être moins opprimées. C'est pas un privilège, ça, en fait. C'est ce que tout le monde devrait avoir, être moins opprimé. Et du coup, même elle devrait avoir plus. Enfin, voilà. Nanana. Le fait même qu'il devrait... Non, ça je l'ai lu. L'autorité d'une femme de bourgeois, l'autorité qu'une femme de bourgeois peut exercer sur des chauffeurs de taxi, par exemple, ou des femmes de ménage, etc., est perçue comme illégitime, précisément parce qu'indirecte. 3. Cette perception révèle deux choses. Donc, petit a, cette autorité est perçue comme allant à l'encontre de leur statut de droit. Elle empêche qu'elles soient traitées comme elles devraient l'être, c'est-à-dire comme des femmes qui, à son tour, révèlent le statut de femme, ce qui à son tour révèle que le statut de femme est en droit incompatible avec une autorité quelconque. C'est-à-dire que le fait d'être une femme, en fait, on est interdit d'avoir la moindre autorité. Et en fait, tout le monde le sait et ça énerve tout le monde qu'on ait la moindre autorité. Cette autorité, donc, petit b, cette autorité est perçue comme contradictoire, donc illégitime parce qu'elle est dérivée non de la source classique et considérée comme normale de l'autorité, la main mise sur l'économie, mais de son contraire, un statut de possession d'un bourgeois. Donc, précisément parce qu'elles sont des possessions, petit a, l'autorité des femmes de bourgeois est indue, donc perçue comme injuste, illégitime. 2. Leur appropriation privée par les bourgeois est l'un des exemples de l'inégalité des classes et de l'oppression des prolétaires. Rapter leurs femmes aux hommes blancs, c'est signifier aux bourgeois qu'on n'accepte pas leur accaparement des biens de ce monde et procéder de rechef à un début de redistribution. Donc nous, on est des objets de possession redistribués. L'égal accès à toutes les femmes, entre tous les hommes, continue d'être une revendication implicite du sentiment communiste populaire des hommes 100 ans après la mise au point de Marx, qui dans son innocence croyait ce sentiment le fait des seuls bourgeois. Alors ça, c'est le fameux truc des hommes de gauche qui prétendent qu'on est opprimé que par des hommes de droite. Mais cette mise au point, sachant que Marx lui-même a laissé crever un de ses enfants, a mis sous emprise une très jeune servante, lui a fait un enfant, enfin... l'horrible, mais vraiment masculiniste de merde. Mais cette mise au point ne peut rester qu'un vœu pieux. Cette conception de l'égalitarisme continue de servir, comme un article publié dans un hebdomadaire gauchiste le prouve, la lettre de Mohamed Dantou en 71, et continue de manifester que les femmes sont considérées comme des biens et non comme des personnes. Donc, les attaques contre les dites bourgeoises révèlent en négatif la conception populaire de l'ordre social, de ce qu'il devrait être. L'indignation des communistes, des prolétaires, des noirs, des algériens, bref, des opprimés de sexe masculin, de cet ordre, que cet ordre ne soit pas respecté, dévoile ce qu'il est. 1. Les femmes doivent être également partagées entre tous les hommes. 2. Il n'y a pas de raison pour que leur qualité de possession de certains hommes qui manifestent l'accaparement les soustrait de surcroît à certains traits de leur condition normale, c'est-à-dire de femmes opprimées. Mettre la main au cul d'une bourgeoise, comme de toute autre femme d'ailleurs, n'est pas un plaisir ni une pulsion sexuelle, hein, on s'en doute. Elle dit on s'en doute, mais enfin il y a quand même encore des gens qui croient ça. C'est une façon de la rappeler et de se rappeler au sens de la hiérarchie vraie. C'est-à-dire t'as beau être la possession d'un bourgeois, tu es quand même moins que n'importe quel homme de la terre. Pour les metteurs de main au cul et pour les hommes en général, l'appartenance de sexe doit l'emporter sur l'appartenance de classe. C'est ce que manifeste l'indignation provoquée par les instances où elle ne l'emporte pas, où une femme en qualité d'épouse de bourgeois donne des ordres à un homme, ce qui manifeste les injures agies, écrites ou parlées adressées à ces femmes perpétuellement. L'indignation provoquée par la mitigation du statut de sexe
par le statut de classe, révèle que le sexe est conçu comme devant l'emporter sur la classe. Il est donc clair que l'hostilité vis-à-vis des dites bourgeoises est due au sentiment qu'elles ne sont pas à leur place en tant que femmes, qu'elles sont des usurpatrices, en sus d'être des objets indûment appropriés par des hommes. Cette hostilité est donc fondée sur le contraire de la théorie qui la rationalise. Cette théorie dit que les femmes de bourgeois sont bourgeoises, c'est-à-dire oppresseuses, avant d'être femmes, c'est-à-dire opprimées, et qu'elles sont haïes à l'instar de leurs homologues mâles, précisément en raison de ce que leur classe, leur qualité d'ennemi, l'emporte sur leur sexe. Or, au contraire, si les pouvoirs des bourgeoises indignes, ce n'est pas parce qu'elles sont perçues comme bourgeoises, mais parce qu'elles sont perçues comme n'étant pas des bourgeois, et ne devant pas en être. Ce qui indigne dans le fait qu'elles exercent ou semblent exercer certaines prérogatives bourgeoises, c'est qu'elles les exercent indûment, injustement, qu'elles usurpent une position qu'en tant que femme, elles ne devraient jamais avoir. Et non seulement elles l'usurpent, posent aux bourgeois, donc se prennent pour des bourgeois, et ainsi se dérobent à leur traitement dit normal, de femmes, donc de la merde, mais c'est justement parce qu'elles sont possédées par des bourgeois, parce qu'elles sont des possessions et non des bourgeois, qu'elles peuvent se prendre pour des bourgeois et nier qu'elles sont des possessions. Donc c'est justement le sujet d'un autre livre que je suis en train de lire, qui s'appelle « Les femmes de droite » d'Andrea Dworkin, et qui explique pourquoi, du coup, en fait, c'est tout bénef pour les mecs en général et pour les mecs bourgeois en particulier, puisque les femmes bourgeoises vont être en situation de ne pas se savoir opprimer et donc de ne pas pouvoir lutter contre leur propre oppression. Ainsi, les attaques menées contre les dites bourgeoises au nom d'une conscience de classe pour laquelle la classe l'emporterait sur le sexe révèlent-elles une conscience diamétralement opposée pour laquelle les femmes de bourgeois sont perçues correctement comme n'appartenant pas à la même classe que les hommes, y appartenant non en tant que sujet, mais bien en tant qu'objet. Les femmes de bourgeois sont perçues comme étant des femmes avant que d'être des bourgeoises. Le sexe, le genre, ce qui est dû à tous les hommes, par toutes les femmes, doit l'emporter sur la classe sociale. Là, je m'arrête là parce que ça fait déjà 26 minutes. Elle nous reste, je pense que je vais encore faire 2, même peut-être 3 vendredis, j'en sais rien. C'est tellement importante. Et alors, pour vous donner envie d'écouter la suite, le prochain chapitre s'appelle « La haine des bourgeoises, fondement du féminisme masculin ». Christine Delphi, I love you forever.